C'est l'histoire du plus grand musée du monde et de ses fabuleuses collections. Comment sont-elles arrivées jusqu'ici? Quelle succession d'événements, de conflits ou de bonne volonté les a conduites devant notre regard? Une histoire tumultueuse, héritière des collections royales, de la pensée des Lumières et de l'ambition universelle de la Révolution française. Une histoire faite de passion, de convoitise, quelquefois de violence et de brutalité, mais aussi d'une immense générosité. Ce musée a ouvert le 10 août 1793, c'est-à-dire pour le premier anniversaire de la chute de la monarchie. Il s'agit de retirer ce qui était captif de la délectation de quelques-uns pour l'offrir au public, pour l'offrir au peuple. Des œuvres d'art fondatrices, iconiques, nous racontent l'aventure du musée du Louvre. Certaines sont issues des réquisitions de la Révolution, des conquêtes de Bonaparte et de l'apogée de son empire. D'autres sont nées de son effondrement, des aventures de la France en Méditerranée, de sa passion pour l'Égypte ou de ses expéditions en Orient. Mais au musée du Louvre, tout commence par la Joconde. Le tableau fait partie des collections royales depuis tout juste 5 siècles. Mais dans quelles circonstances y est-il entré? La Joconde est-elle arrivée en France par la ruse ou par la force? Ou a-t-elle été achetée? Tout commence en 1515, à Marignan, aux portes de Milan. D'un côté, François Ier, tout juste monté sur le trône de France, et ses 20 000 soldats. De l'autre, l'armée de Maximiliano Sforza, le duc de Milan. 20 000 combattants également. À Marignan, ce n'est pas l'artillerie française, mais les redoutables lanciers suisses, avec leurs longs pics de 2 mètres, qui vont faire la différence. Sur un terrain parsemé de canaux d'irrigation, ces fantassins au service de Milan mettent en déroute la cavalerie française. Si bien que lorsque la nuit tombe, François Ier et son armée sont dans une situation désespérée. Mais au petit matin, coup de théâtre. 10 000 soldats vénitiens, alliés des Français, lui offrent un renfort inespéré. Il renverse le cours de la bataille. Et c'est ainsi que François Ier remporte la victoire. Le voici duc de Milan, l'homme fort de l'Italie. C'est dans ces circonstances qu'il va faire la connaissance de Léonard de Vinci. Et qu'il va le convaincre de venir s'installer à Amboise, dans un petit château qui fait face à la demeure royale. François Ier a également sollicité Michel-Ange, alors au sommet de sa carrière. Mais celui-ci a décliné. Pourquoi donc Léonard de Vinci, 62 ans, a-t-il accepté de quitter Rome, où il se trouvait au service du pape? Aux Archives nationales, à Paris, ont été retrouvés des documents clés pour comprendre comment les choses se sont vraiment passées. À commencer par un livre de comptes qui mentionne la pension payée par le roi à son protégé. Ah ben voilà le passage. À maître Liénard d'Avins,
peintre italien la somme de 2000 écus soleil à lui ordonner par le roi pour sa pension d'une année. Dicelle 2 années. Ah, Dicelle, oui, Dicelle, 2 années par moitié. Par moitié. C'est une pension pour Léonard de 4000 livres, mais sur 2 ans, qui est payée chaque année. Donc il reçoit 2000 livres chaque année. Et si l'on veut trouver des comparaisons dans les pensions de personnages illustres, Stoart d'Aubigny, maréchal de France, reçoit la même pension. C'est vraiment un statut exceptionnel. À ce moment-là, Léonard, évidemment, est un peu handicapé, sa main droite. Néanmoins, il est raisonnable de penser qu'il continue sans doute à poser quelques touches sur ces 3 chefs-d'œuvre qui ne le quittent pas depuis des années, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste et bien sûr la Joconde. Les tableaux si célèbres de Léonard devaient faire l'objet de convoitises et il est évident que celui qui allait devenir le mécène de Léonard allait devenir à la fin le propriétaire de ces tableaux. L'un des mystères, c'est que les tableaux de Léonard ne sont pas mentionnés dans son testament. Et donc effectivement, pendant longtemps, on s'est posé la question, que sont devenus les tableaux de Léonard de Vinci après sa mort en 1519 ? François Ier a-t-il simplement attendu la disparition du peintre pour s'emparer de ces fameux tableaux ? Ou au contraire, a-t-il payé, en plus de la pension versée à Léonard, pour en faire l'acquisition ? La réponse se trouve dans un étrange contrat qui fait état d'une transaction entre François Ier et Salaï, l'assistant préféré du maître, qui était entré dans son atelier à l'âge de 10 ans et était devenu en quelque sorte son héritier naturel. Un messire Salaï de Piètre Dorin, peintre, pour quelques tables de peinture qu'il a baillées au roi, 2604 livres, 3 sous, 4 deniers. Et c'est une somme considérable. Ce qu'on comprend de ce texte, en tout cas, de manière très simple, c'est que le roi de France verse une somme très importante à Salaï en échange de tableaux, de mystérieux tableaux. Et on suppose donc, bien évidemment, qu'il s'agit là, en réalité, des tableaux de Léonard. Salaï était peintre, il donne des tableaux à François Ier, mais la somme est telle, on a du mal à croire que ça puisse être des tableaux de Salaï lui-même. Il est plus vraisemblable de penser que c'est tout simplement les originaux de Léonard de Vinci, qui sont bien restés chez Léonard en France, au château du Clou, mais en 1518, peut-être sentant la fin s'approcher, organise un peu son testament et donne à Salaï, qui lui était resté à Milan, une somme d'argent considérable, c'est-à-dire le fruit de la vente de ces tableaux à François Ier. Avec l'acquisition des 3 chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, François Ier vient de constituer l'embryon de la collection royale française. Une collection qui sera transmise de souverain en souverain et qui prendra une ampleur considérable 200 ans plus tard, sous le règne de Louis XIV. Car avec lui, les collections royales seront aussi un outil politique. Le roi a un goût personnel pour la sculpture, dont il parsème les jardins de Versailles. Mais lui-même et ses conseillers ne peuvent ignorer qu'un prince de son importance doit tout posséder, et le meilleur de tous les arts. Le roi fait ainsi l'acquisition d'une formidable collection de dessins de l'époque de la Renaissance. On y trouve des noms prestigieux, comme Dürer et Holbein, 2 grands maîtres de l'école du Nord,
Et puis, Louis XIV nourrit une passion pour la peinture italienne. Le Corrège est l'un de ses artistes préférés. Mais il acquiert également des chefs-d'œuvre du Caravage. Et bien sûr, de nombreux tableaux du Titien, l'autre star de ses collections. C'est tout cela qui sera nationalisé le 10 août 1793 et sera confié au Muséum central des arts, le premier nom du musée du Louvre d'aujourd'hui. La France traverse alors la période de la Terreur. Centre de recherche et de restauration des musées de France. Deux chefs-d'œuvre du musée du Louvre attendent d'être restaurés. Ces deux statues comptent parmi les plus beaux exemples des sculptures françaises du Moyen Âge. Et elles conservent les séquelles de la page la plus terrible de la Révolution. Donc sur la couronne, on voit très bien ici le bandeau d'origine qui est encore intact, et puis les fleurons dus à la restauration du 19e siècle. En fait, on n'a pas totalement cassé la couronne, mais on a cassé ce qui faisait son identité, c'est-à-dire qu'on a enlevé les fleurons supérieurs, et puis on a gardé le bandeau dont on voit même encore en partie les pierreries. On sait que la reine, bien sûr, tenait des attributs dès le départ. Donc, dans sa main droite, probablement déjà un sceptre, mais le sceptre actuel, ainsi que la main, avait été mutilé à la Révolution. Tout avait été cassé parce que symbole de la royauté. Et ils ont cassé aussi l'attribut qui se trouvait dans la main gauche du roi et de la reine, mais nous ne savons pas ce qu'ils tenaient à l'origine, du coup. En 1364, Charles V et Jeanne de Bourbon héritèrent d'un vieux château médiéval. Un château fort qu'ils transformèrent en un premier palais royal, l'ancêtre du palais du Louvre actuel. C'est devant sa façade principale, face à la ville de Paris, qu'étaient disposées leurs deux statues. Pour la première fois, on présente quelqu'un qui a des traits réels, reconnaissables, avec peut-être un peu d'embonpoint. On a dit que la reine était laide, en tout cas, elle n'était pas très gracieuse, et on la représente telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il faut que les sujets la reconnaissent quand ils viennent voir le couple royal. Le couple royal était à l'entrée du château, et les Parisiens, les Français, pouvaient rentrer dans le château et voir le roi ensuite. Ils devaient donc reconnaître cette personne dont ils avaient vu l'effigie en rentrant, quand ils le voyaient réellement dans la cour du château. Les statues de Charles V et de Jeanne de Bourbon ont partagé le sort de centaines d'œuvres, dont la Révolution aurait pu provoquer la disparition. Beaucoup se trouvaient alors en la basilique Saint-Denis, où depuis le XIIe siècle, les souverains et certains grands personnages du royaume étaient inhumés. Louis XVI a été guillotiné quelques mois plus tôt, quand à l'été 1793, la terreur révolutionnaire frappe les tombeaux des rois. À la Convention, donc l'Assemblée nationale en quelque sorte, le député Barrère fait un discours sanglant, si j'ose dire, en disant « Il faut enfin démanteler, détruire les tombeaux de ces tyrans ». Et à ce moment-là, entre le 6 et le 8 août, on se met à détruire systématiquement les tombeaux. Mais je dirais, ce n'est pas une destruction, c'est plutôt un démantèlement précis, soigneux, bien fait, organisé. Ce que l'on vise, c'est
les yeux et le nez. Et puis ce sont les attributs, bien sûr, qui sont visés, c'est-à-dire la couronne, la main de justice et le sceptre que tenaient assez régulièrement les rois dans leurs mains. En 3 jours, 51 statues de la basilique Saint-Denis sont victimes des révolutionnaires. Certaines sont détruites, la plupart endommagées, et leur pouvoir sacré réduit à néant. Le nez, c'est quelque chose de traditionnel qui s'est fait depuis la plus haute antiquité. Avec les yeux et la bouche, ce sont les portes du visage vers le monde extérieur, et notamment pour le nez et la bouche, c'est la respiration, donc c'est la vie même. Et en cassant le nez, en coupant le nez, on répète en fait ce que l'on faisait parfois de manière physique à des empereurs, c'est-à-dire qu'on les mutilait pour les empêcher de récupérer leur trône quand ils avaient été déchus. Pourtant, la fureur révolutionnaire ne provoque pas la destruction de toutes les sculptures. Quelques intellectuels, artistes, amoureux de l'histoire de France, ont fait la distinction entre la monarchie et sa production artistique. L'un d'eux s'appelle Alexandre Lenoir. Alexandre Lenoir est un peintre, il est fils de cordonnier, puis il devient un peintre peut-être un peu moyen, un peu médiocre avant la Révolution. Et puis finalement, il se trouve mêlé aux événements révolutionnaires parce qu'il est dans la commission des arts, un de ses membres, peut-être un peu jeune, pas très important, mais qui peu à peu s'engage dans la défense du patrimoine. Lenoir est représenté dans des dessins notamment et un tableau où il est en train de vraiment s'interposer entre les révolutionnaires et les tombeaux, notamment celui de Louis XII. Donc c'est peut-être une mise en scène, mais c'est probablement réel aussi. Lenoir a dû certainement lutter contre des gens qui étaient prêts à tout détruire et à tout casser. Et Lenoir a cette idée géniale, c'est qu'il a un endroit à Paris, qui est un ancien couvent, qui s'appelait le couvent des Petits Augustins, qu'il a récupéré parmi d'autres pour faire un lieu de stockage. C'est simplement un lieu de tri. Donc on amène des choses un peu partout, qu'on inventorie, qu'on classe, on met des étiquettes. Et Lenoir a cette idée extraordinaire, c'est que ce lieu, qui est un lieu de rassemblement simplement des œuvres, il en fait peu à peu un musée. Il faut se rappeler que les gens de l'époque moderne, c'est-à-dire depuis le XVe siècle, détestaient l'art médiéval. Et notamment Vasari, le grand artiste, peintre et historiographe qui a fondé l'idée de l'art de la Renaissance, détestait tellement le Moyen-Âge qu'il a appelé ses œuvres gothiques. C'était une manière de dire que c'était un art de barbare. Et peu à peu, à force de les regarder, à force de regarder tout simplement ce qui est le cas, c'est-à-dire leur beauté, les contemporains de Lenoir et Lenoir lui-même s'aperçoivent que ce sont des œuvres qui ont des choses à nous dire et puis surtout une émotion à nous donner. Progressivement, les sculptures du Moyen-Âge, extraites de leur contexte religieux, deviendront de véritables œuvres d'art. Et quand en 1816, le musée d'Alexandre Lenoir fermera ses portes, certaines d'entre elles seront déposées au musée du Louvre. En voyant cette œuvre, on a l'impression qu'elle est en parfait état, mais en réalité, plusieurs têtes ont été décapitées à la Révolution, certainement celle-là, celle-là, celle-là. Là, j'ai un petit doute, celle-ci et celle-ci. Et puis, au XIXe siècle, on a remis des têtes pour redonner une apparence parfaite à l'œuvre. Ce sont les têtes d'origine que le vandale, entre guillemets, au service en tout cas de la demande officielle, a mis de côté. Et on voit qu'ici, en plus, c'est un professionnel si doué, si précis, qu'il a parfaitement donné la possibilité de réinstaller ces têtes une fois passé l'orage de la Révolution.
novembre 1793. 2 mois ont passé depuis le saccage de la basilique Saint-Denis et le démantèlement des tombeaux des rois. La France révolutionnaire va maintenant s'emparer de son célèbre trésor. L'épée de Charlemagne en est l'emblème. Mais le trésor est composé de dizaines d'objets précieux, d'une valeur inestimable. La plupart vont être sacrifiés pour financer les guerres de la Révolution. Si on regarde une carte, on voit que le pays est menacé au nord, le long des frontières de la Belgique, qu'il est menacé à l'est, puisque le Rhin a été franchi, qu'il est menacé au niveau des Alpes. Donc une situation quasi apocalyptique pendant ces mois qui vont de septembre 93 à janvier 94. Non seulement les particuliers viennent déposer leurs objets d'or et d'argent à la demande de l'État depuis la proclamation de la patrie en danger, mais aussi il y a eu toutes sortes de confiscations dans les couvents, dans les églises, qui font que tout un flux de métaux précieux est drainé vers la monnaie de Paris pour être transformé en lingots. La basilique de Saint-Denis conserve alors de nombreux objets d'orfèvrerie destinés au culte. Mais elle a aussi la garde d'objets sacrés propriété de la royauté. Lorsqu'un roi de France était couronné, le rituel voulait qu'on lui présente 4 instruments symboles du pouvoir dont il allait être doté. Parmi lesquels l'épée de Charlemagne, que l'on surnommait Joyeuse. Et ce sceptre, surmonté d'une représentation du grand empereur du Moyen-Âge. Ces objets, les régalias, se trouvaient à Saint-Denis, entre 2 couronnements. On sait que le trésor était très bien gardé, d'une part dans des armoires fermées à clés, avec 4 clés différentes, données chacune à un personnage différent. Il y avait 6 armoires, et si elles étaient ouvertes, on avait véritablement l'un des premiers musées de France avant la Révolution, avec une disposition assez artistique qui permettait aussi de tout voir, comme dans nos vitrines actuelles. Simplement, il n'y avait pas de verre. La protection, c'était des portes en bois qui, lorsqu'elles étaient refermées, protégeaient parfaitement le trésor contre le vol. Au matin du 13 novembre 1793, le trésor est chargé dans 6 chariots, aux portes de la basilique. Les habitants de Saint-Denis, rebaptisés Franciades à la Révolution, vont les conduire jusqu'à Paris. On ne connaît pas le nombre des gens qui s'étaient rassemblés. Il ne faut pas oublier que c'est une période réellement de terreur, de contrainte, d'intimidation. Et c'est le moment où on commence à fermer les églises, où les prêtres viennent les uns après les autres abjurer leur état devant la Convention nationale. Donc c'est un contexte tout à fait particulier où cette procession prend toute sa signification. Donc au petit matin, cette foule se met en cortège avec toutes sortes de gens vêtus de surplis, de chasubles, de soutanes volées dans l'église, plus un âne qui était revêtu lui-même d'insignes sacerdotaux, la foule précédant les 6 chariots chargés du trésor de Saint-Denis, où se trouvent bien sûr les bijoux, les joyaux, les pièces d'orfèvrerie surtout. Et en arrivant à la Convention, le cortège est reçu avec tous les honneurs dus à l'importance de l'événement. Et là, le maire de Saint-Denis prononce une longue harangue. Nous vous apportons, citoyens législateurs, toutes les pourritures dorées qui existaient à Franciades. Nous en avons rempli 6 chariots.
vous indiquerez un dépôt provisoire où la commission des monuments puisse en faire le triage. Il ne reste à Franciade qu'un autel d'or que nous n'avons pu transporter à cause du précieux du travail. Nous vous prions de donner ordre à la commission des monuments de nous en débarrasser sans délai pour que le faste catholique n'offusque plus nos yeux républicains. Tout ce qui représentait beaucoup de matière, d'argent, d'or et de pierres précieuses, était sacrifié. En revanche, tout ce qui avait davantage de valeur artistique et qui montrait la virtuosité des artistes du Moyen-Âge notamment, a été conservé. On a gardé tout ce qui était antique. Parce que là, ce qui était antique, c'était bien. Il n'y avait pas de problème de tyran, de monarque affreux. Et ça nous montre au contraire justement la grandeur de l'Antiquité à laquelle on va se rattacher. Quand un objet est réputé venir de Charlemagne, oui, on se rend compte qu'il a une aura particulière. Peut-être aussi qu'au moment de la Révolution, c'est suffisamment loin dans le temps. Il traverse la Révolution, lui, sans encombre, si on peut dire, et ce qui, sans doute, a protégé aussi les objets qui lui étaient attribués. La belle Vierge de Jeanne d'Évreux, est-ce que c'est tout simplement sa beauté, j'espère, qui transcendait les violences de l'histoire, qui fait qu'on a souhaité la garder, parce qu'elle a une beauté qui est intemporelle et qui, j'espère, dépassait la vision qu'on pouvait avoir du culte des saints. Les 2/3 des objets saisis à Saint-Denis en 1793 ont disparu à l'époque de la Révolution. La plupart fondus pour participer à l'effort de guerre. Aujourd'hui, le musée du Louvre conserve 14 objets du trésor liturgique de la basilique et 4 autres de celui des rois de France. « 1797. 4 années ont passé depuis les événements de la Terreur. La France, autrefois assiégée sur toutes ses frontières, va maintenant conquérir l'Europe entière. L'histoire de centaines de chefs-d'œuvre en sera bouleversée. C'est une question extrêmement intéressante de savoir pourquoi les Français, la République française, la Convention, en fait, les députés, c'est-à-dire les représentants du peuple, pourquoi décident-ils en 1794 d'aller s'approprier hors des frontières françaises le patrimoine des autres, entre guillemets? Pourquoi? Depuis la guerre de 30 ans, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle, on ne touche pas les œuvres d'art. C'est une pratique qui paraît avoir été effacée par la période des Lumières. Bonaparte n'est pas le premier à enlever des œuvres. Les armées qui ont conquis la rive gauche du Rhin ou qui se sont avancées en Allemagne ont elles aussi déjà prélevé de nombreuses œuvres d'art retirées des palais, des églises. Et c'est au moment où la France, les armées françaises, vont s'attaquer au patrimoine italien, que là, on sent une mobilisation générale des élites intellectuelles, pas seulement hors de France, en France même. Printemps 1797. L'armée du général Bonaparte occupe Venise. Des commissaires français chargés de sélectionner et de saisir ses plus belles œuvres d'art suivent les conquêtes de ses soldats. Face à la place Saint-Marc, sur l'île de San Giorgio Maggiore, se trouve l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire vénitienne.
il est conservé dans un monastère construit par Andrea Palladio, l'un des plus grands architectes de la Renaissance italienne. Palladio a conçu un cloître et un ensemble de bâtiments, dont un réfectoire pour les pensionnaires. Les moines ont fait appel à Véronèse pour y peindre un immense tableau. La surface est considérable, hein, c'est presque 70 mètres carrés, 7 mètres de haut et 10 de large, dans une salle immense, 30 mètres de long, avec une sensation scénographique extraordinaire. Il faut vous imaginer, lorsqu'on va dans le réfectoire de San Giorgio Maggiore, c'est un lieu absolument magique, où on découvre peu à peu cette scène de Véronèse par des jeux de marche, une superposition de marche, et tout à coup, au loin, on découvre ce banquet apparemment profane, mais en réalité au centre duquel se cache un épisode biblique tout à fait important, les noces de Cana. Véronèse a peint ce tableau très rapidement et c'est tout de suite un succès éblouissant. Les contemporains sont fascinés par cette image merveilleuse qui est à la fois une très belle illustration d'un épisode biblique et en même temps est une image un peu symbolique de la richesse de la Venise de l'époque. Les noces de Cana de Véronèse étaient certes conservées dans un monastère, mais il était possible néanmoins d'entrer et de voir ce chef-d'œuvre qui était cité dans les textes d'histoire de l'art des XVIIe et XVIIIe siècles. Et donc on pouvait demander, les grands voyageurs, les gens importants pouvaient demander à avoir accès et voir cette sublime scène de Véronèse. Aujourd'hui, le tableau qui se trouve dans l'ancien réfectoire est une copie. L'original est conservé au musée du Louvre. Il a quitté le monastère en 1797, avec des dizaines d'autres œuvres d'art saisies à travers la ville. Les célèbres lions et chevaux de Venise, ainsi que plusieurs chefs-d'œuvre du Palais des Doges, le cœur de la République que Bonaparte venait de renverser. Dans la salle dite de la Boussole, le Saint-Marc couronné par les vertus de Véronèse. C'est une copie. L'original est à Paris. Dans la salle voisine du Conseil des 10, une autre œuvre monumentale de Véronèse, le Jupiter punissant les vices. Encore une copie. L'original, lui aussi, est au musée du Louvre. Les commissaires français ont aussi prélevé le Junon dispensant ses dons, un autre Véronèse. Mais celui-ci a depuis été restitué. Tout comme l'un des grands chefs-d'œuvre du Titien, le Doge Grimani devant la foi. En 1797, l'ensemble des œuvres saisies fut réuni à San Giorgio Maggiore avant d'être expédié à Paris. C'est alors que les noces de Cana furent retirées du mur sur lequel elles se trouvaient depuis plus de 200 ans. On sait par les archives que la manipulation a été délicate et les craintes étaient grandes, surtout du côté des Vénitiens, qui ne voyaient pas bien évidemment d'un bon œil cette saisie. Et évidemment, le tableau est tellement grand, c'était un danger de le sortir de son décor. Heureusement, la chose s'est bien passée. Le tableau a pu être mis sur le sol du réfectoire, plié en deux, et puis après, enroulé sur un grand rouleau pour être préparé au transport par bateau.
les tableaux saisis à Venise comptent parmi les centaines d'œuvres prélevées par la France. Ce que l'on a ensuite appelé la conquête artistique de l'Italie. Tout avait commencé au printemps 1796, quand les armées révolutionnaires, conduites par le général Bonaparte, avaient surpris leurs adversaires et avaient occupé le nord du pays. Bonaparte reçoit la consigne de prendre une petite partie de son armée et de descendre vers l'Italie centrale, peut-être jusqu'à Rome, pour effectuer une razzia qui permettra de renflouer les caisses du Directoire. Et Carnot lui écrit de ne rien laisser de ce qu'il pourra emporter. Donc Bonaparte, humilié au fond de devoir jouer ce rôle de flibustier et de pirate, prend la direction de Parme, de Modène, descend dans ce qu'on appelle les légations pontificales, c'est-à-dire Bologne, et va s'approcher peu à peu de Rome sans aller jusqu'à Rome. Mais au passage, il va donc rançonner tous ces princes italiens et envoyer à Paris des tonnes d'or, de bijoux, d'œuvres d'art, tout en se servant copieusement au passage, comme la plupart d'ailleurs de ses généraux, lui-même les encourageant à voler tout ce qu'il pouvait voler, puisque pour lui, c'était aussi un moyen d'assurer son contrôle sur ses subordonnés. On a des récits contemporains, on a différents dessins ou gravures qui montrent cet épisode. On a en particulier un dessin dans la galerie de Parme où on voit très bien le tableau décroché, la caisse qui est déjà ouverte avec son emballage, des commissaires qui indiquent l'œuvre, et puis ensuite les œuvres étaient mises en caisse et transportées sur des chariots. Alors il faut s'imaginer à l'époque, certains entraient difficilement dans les villes, donc il fallait aussi creuser parfois les routes pour passer sous les portes. Enfin, c'était toute une expédition qui était mise en œuvre pour que ces œuvres puissent arriver jusqu'à Paris. La justification de ces saisies révolutionnaires, de ces conquêtes artistiques, comme on les appelle à l'époque, c'est l'art est un produit de la liberté, donc il faut libérer les arts du joug qui les oppresse à l'extérieur de la France, les libérer et les ramener au pays de la liberté, c'est-à-dire la France. L'Italie était si riche en monuments, en œuvres d'art, et c'était d'ailleurs tout ce qu'il restait de sa réputation à la fin du XVIIIe siècle. Madame de Staël disait, parlant de l'Italie, la terre des morts. Voilà, c'était un pays de grands souvenirs, et un pays où régnait une aristocratie fortunée et un clergé richissime, donc qui regorgeait de beauté. Du reste, ces petits princes italiens préféraient être rançonnés qu'être destitués. Et ils comprenaient très vite que le marché était celui-là. On les laissait en place, on ne touchait absolument pas aux structures sociales, aux institutions, mais en échange, il fallait qu'ils payent le maintien de leur pouvoir. Lors de cette première campagne d'Italie, Bonaparte ne fait pas la conquête de Rome. Mais la domination de ses armées est si écrasante qu'elle lui suffit pour imposer ses volontés au Vatican. Bonaparte et les commissaires français exigent que ses plus beaux marbres antiques leur soient livrés. Les plus célèbres sont disposés au cœur du palais du Belvédère, dans la célèbre cour de l'Octogone. La cour du Belvédère à Rome, c'est le saint des saints pour tous les anticomanes. Quand on fait le grand tour, au XVIIIe siècle notamment, on doit nécessairement passer du temps dans la cour du Belvédère pour regarder le Laocoon, pour regarder l'Apollon du Belvédère, pour regarder la Vénus debout. Il faut voir que c'est un endroit clos, très bien rythmé, avec une fontaine au centre. C'est une sorte de havre, c'est un Éden pour qui aime l'antique. Déplacer le patrimoine romain, s'approprier les grandes statues, les icônes de l'Antiquité, déplacer ces pièces qui n'ont jamais quitté Rome, qui sont sorties du sol quand elles ont été fouillées à la Renaissance. Elles sont sorties du sol, elles sont allées dans les collections du pape, elles n'en ont plus bougé.
et les prendre, leur faire courir le risque de traverser les Alpes, de venir à Paris, ça, vraiment, ça choque. L'accord entre Bonaparte et les États du Vatican prévoit que 100 chefs-d'œuvre du pape, sélectionnés par les commissaires français, seront envoyés à Paris. Leur transfert dure plus d'1 an. Et c'est avec grand soulagement qu'ils parviennent enfin à destination, où ils sont célébrés sur le Champ de Mars avant leur entrée au Louvre. En 1798, quand la procession triomphale longe les quais de Paris, même si ce ne sont que des caisses qui sont visibles avec le nom des statues, les gens viennent voir ça. On en chante des chansons dans Paris, on dit Paris n'est plus simplement la capitale de la France, c'est une nouvelle Rome. On dit tout Rome est dans Paris. Il faut bien comprendre que ce sont les références incontournables de l'histoire de l'art depuis 2 siècles. Et en 1800, quand le musée ouvre, c'est ce qu'on vient voir. On peut dire qu'il y a un effet Louvre. Cet effet Louvre, il est lié à la masse considérable d'œuvres réunies autour de 1800 à Paris. Le Louvre est un méga musée. Il faut imaginer la Grande Galerie avec 1400 tableaux, mais pas n'importe quel tableau, c'est toute l'histoire de l'art européenne qui est réunie là. Raphaël, Rubens, Van Dyck, Le Corrège, Rembrandt. C'est totalement impensable. On a tout au même endroit et on a tout en couleur. Parce qu'il faut imaginer que la connaissance de l'histoire de l'art du 19e siècle européen, c'est une connaissance par la gravure. On passe du livre au réel et on peut percevoir l'histoire de l'art européen avec son corps entier, dans ses proportions entières. Ces œuvres qui étaient, pour certaines, en tout cas les tableaux dans des églises, sont désacralisées et elles viennent maintenant remplir un temple de l'art. C'est une nouvelle religion qui se met en route, la religion de l'art, et on sent vraiment dans les récits des visiteurs que cette religion a une forme de sacralité à elle, la sacralité du musée, une sacralité républicaine, si on veut. Plus le Muséum central des arts se développe, plus les visiteurs, évidemment, sont curieux de venir et de voir ces œuvres confrontées comme jamais. C'est-à-dire qu'on voit à Paris ce qu'on ne voyait pas à Rome de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit dans les mêmes salles des œuvres du Vatican et du Capitole, où on voit par exemple à côté du Laocoon, qui vient du Vatican, la Vénus Médicis, qui était à Florence. On appelle un peu le Louvre à cette époque-là le monument des monuments. C'est comme une sorte de musée universel, absolument incroyable, qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir constituer. Alors que les conquêtes de l'Empire se multiplient, les collections s'accroissent encore. Quand les armées de Napoléon s'avancent en Prusse, puis en Pologne, elles emportent dans leur sillage, selon une pratique bien établie, des commissaires chargés de collecter les plus belles œuvres d'art des pays conquis. Le nouveau directeur du Muséum central des arts, qui vient d'être rebaptisé Musée Napoléon, se déplace personnellement en Allemagne. Dominique Vivant-Denon, artiste, écrivain, choisit lui-même les œuvres qui rejoindront les collections déjà immenses du musée impérial. Dominique Vivant-Denon a déjà une large carrière derrière lui. C'est en Europe une star littéraire. Et cette notoriété explique sans doute qu'on ne lui oppose pas une résistance très massive en Allemagne, notamment en 1806-1807, lorsqu'il vide les collections de Berlin, de Potsdam, de Brunswick, de Schwerin, de Kassel, puis de Vienne, puis de Danzig. C'est facile, c'est presque comme dans du beurre. Pour Vivant-Denon, il y a encore une lacune aux collections du musée Napoléon. Avant les autres, il a compris que les primitifs italiens
ont posé les fondements de la grande peinture européenne. En 1811, dans son dernier voyage en Italie, il sélectionne les trésors de cette école alors considérée comme dépassée, mais qui sera bientôt largement célébrée. Dans une vision où on veut présenter, disons, une histoire de la peinture des origines jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, il y a des chaînons qui manquent, même si, à l'époque, on pouvait considérer que ces chaînons manquants n'étaient pas vraiment de la grande peinture ou d'une valeur artistique aussi importante que Raphaël. C'était des œuvres qui avaient été peintes avant ce qu'on considérait alors comme la naissance de la peinture, donc des œuvres d'artistes du Moyen-Âge. L'un des tableaux les plus importants est saisi par Vivant Denon à Pise. Le Saint François de Giotto est l'un des premiers à représenter la nature avec fidélité. C'est aussi l'une des très rares œuvres de cette époque à être signée. Une œuvre de Giotto le Florentin est inscrite au bas du tableau. Une indication précieuse pour une peinture si ancienne, qui lui offre une valeur supplémentaire. Au retour de Vivant Denon à Paris, la collection du musée Napoléon embrasse tous les pays et toute l'histoire de la peinture européenne. Un inventaire des œuvres saisies qui comporte une estimation de leur valeur est dressé par ses conservateurs. Allegri, c'est-à-dire Corrège. Le repos en Égypte, tableau connu sous le nom de la Vierge à l'écuelle. Origine, église du Saint-Sépulcre à Parme. Estimation 300 000 francs. Emplacement actuel, musée Napoléon. Les œuvres sont classées selon les ordres alphabétiques des noms d'artistes et pour chaque artiste, eh bien, sont énumérés les tableaux avec leur titre, leur dimension, leur origine, leur estimation. Le musée Napoléon a conservé jusqu'à 6000 peintures, mais il n'y en a jamais eu plus de 1300 à 1400 exposées. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait une série d'expositions temporaires qui se sont succédées à partir de 1793 jusqu'en 1814, des expositions temporaires dans lesquelles ces accrochages évoluaient au fur et à mesure des arrivées d'œuvres de Venise, de Parme, de Bologne, par la suite aux œuvres arrivées d'Allemagne, d'Autriche, et ce qui fait que le Louvre était un lieu où l'actualité changeait sans arrêt. Et on le sent bien lorsqu'on lit les témoignages des visiteurs étrangers notamment. Ils disaient « Je suis revenu au Louvre où j'étais il y a quelques mois, tout a changé, il faut revenir parce que ce qu'on voit est absolument phénoménal. » Baroccio Federico, le Christ descendu de la croix. Origine, église cathédrale de Pérouse. Emplacement actuel, musée Napoléon. Estimation 72 000 francs. L'histoire tragique de l'Empire va cependant rattraper le musée Napoléon et ses formidables collections. Après la défaite de Waterloo et le départ de l'empereur, c'est l'heure de la revanche pour les vainqueurs. La Prusse, la Russie, l'Autriche et les petits royaumes d'Italie. Alors que l'Europe change de visage, c'est à la menace du fusil que les œuvres prélevées sont récupérées. Ce jour-là, 2 octobre 1815, le commissaire du pape, M. Canova, protégé par les troupes autrichiennes et d'ordre de M. de Muffling, gouverneur de Paris, a enlevé de force du musée les tableaux ci-après désignés. La Vierge de Foligno, Raphaël, le couronnement de la Vierge Chaque jour, Raphaël, des procès-verbaux sont dressés qui attestent de dizaines de départs d'œuvres d'art vers leur pays d'origine. Aujourd'hui, 4 octobre 1815, M. Canova a enlevé de force du musée les objets ci-après désignés. Savoir, tableau, le martyr de Saint-Érasme. En l'espace de quelques mois à peine, les murs du Louvre se vident et le musée universel disparaît
sous les yeux de ses contemporains. L'essentiel des œuvres qui demeurent à Paris sont celles du roi, des nobles et du clergé. Les œuvres confisquées à la Révolution. C'est extrêmement intéressant de voir notamment les témoignages des commissaires étrangers, italiens, allemands et autres, au moment où le Louvre se vide. C'est extrêmement intéressant de voir qu'ils écrivent alors aux membres de leur famille ou à leurs autorités, leur hiérarchie respective restée dans les pays d'origine. On a réussi encore à voir le Louvre dans son état, les démantèlements continuent, bientôt il sera vide, mais on l'a vu. Et c'est là encore, on est dans ce mouvement ambivalent, l'idée qu'on a vu quelque chose d'extraordinaire qui est un scandale en fait. C'est un scandale extraordinaire. C'est difficile à comprendre pour notre époque, mais le Louvre est un scandale, c'est scandaleux d'avoir fait ça, mais en même temps, ça ne se reproduira jamais et on est heureux de l'avoir vu et on est heureux d'avoir pu le montrer à ses enfants. Environ 2600 tableaux avaient été prélevés à travers l'Europe pendant la Révolution et l'Empire. La très grande majorité des tableaux saisis en Allemagne, en Autriche, en Espagne ou aux Pays-Bas est reprise par les vainqueurs. Mais la moitié des œuvres prélevées en Italie ne prend pas le chemin du retour. Après 1815, on décide le retour des œuvres dans leur lieu d'origine. Mais pour ce qui est le cas, par exemple, de l'Italie, des Noces de Cana et de Venise, à ce moment-là, Venise n'est pas sous domination d'une Italie qui n'existe d'ailleurs pas encore. Venise est autrichienne. Et donc il y a un traité avec l'Autriche pour le maintien des Noces de Cana au musée du Louvre parce que c'est un tableau très grand, c'est un déplacement extrêmement coûteux, dangereux pour l'œuvre qu'il faudrait démonter, rouler, etc. Et donc on organise un échange. La France envoyant à Venise un tableau d'un des artistes qu'on considérait à l'époque comme l'un des plus grands artistes de l'art français et qui était Charles Lebrun. Donc on a eu un échange du repas chez Simon de Charles Lebrun, le grand peintre de Louis XIV, contre les Noces de Cana de Véronèse qui sont restées au musée du Louvre. Quant aux tableaux primitifs, ils furent considérés comme des œuvres mineures, le coût de leur retour étant plus élevé que leur valeur estimée. L'Italie possédait d'ailleurs de nombreux tableaux équivalents. Les œuvres saisies restèrent donc à Paris. Aujourd'hui, le musée du Louvre détient 75 tableaux prélevés à l'étranger. Cela représente un peu plus de 1% du nombre total des peintures qui y sont conservées. En 1815, les sculptures antiques saisies reprennent elles aussi le chemin de leur pays d'origine. Mais dans ce domaine, le musée du Louvre a un coup d'avance. Le Gladiateur Borghese, c'est une des œuvres les plus célèbres à Rome depuis le XVIIe siècle. Et quand on estime la collection Borghese pour l'acquérir pour le compte de la France, à lui seul, on l'estime à 1 million de francs or, c'est-à-dire pratiquement le quart de la valeur d'une collection constituée de pratiquement 500 statues. Le Gladiateur Borghese est l'emblème de l'une des plus importantes collections de sculptures antiques jamais rassemblées. Réunie à Rome au début du XVIIe siècle, elle est acquise par la France au moment de l'apogée de l'Empire.
Napoléon, c'est à la fois une question de pouvoir et une affaire de famille. Les deux sont chez lui indissociables, ainsi que le montre le célèbre tableau de David, qui représente son couronnement. Ce qui frappe dans ce tableau, c'est bien sûr le luxe, dans la tenue, dans le décorum de cette nouvelle aristocratie sortie de la Révolution française. Puisque tous les gens qui sont dans le tableau, pour la plupart d'entre eux en tout cas, sont des politiciens enrichis, des soldats heureux et une famille de parvenus qui a atteint le sommet. Et une célèbre phrase de Napoléon résume un peu la situation de ce 2 décembre 1804. Il se penche vers son frère Joseph qui se tient derrière lui pendant la cérémonie et lui dit « Ah, si papa nous voyait !» Ce qui dit tout de l'ascension extraordinaire de cette famille. À l'arrière de la scène sont représentées les 3 sœurs de l'empereur. La deuxième en partant de la gauche s'appelle Pauline. C'est par elle que tout a commencé. Pauline a fait rêver des générations de gens, d'abord par sa beauté, son pouvoir de séduction, peut-être aussi parce qu'elle est la seule de cette famille qui n'a absolument aucune cervelle. Et probablement dans cette famille de gens ambitieux, intelligents, calculateurs, tous exceptionnels à leur façon, elle l'est si différemment qu'elle s'est singularisée. Pauline a épousé en premières noces un officier de Bonaparte, mais son mari est mort de la malaria. Ensuite, elle a rencontré un prince italien. Camille Borghese, propriétaire de la villa du même nom et héritier de la fabuleuse collection de son ancêtre, le cardinal Scipion Borghese. Passionné de peinture, celui-ci avait acheté de merveilleux tableaux du Caravage. Mais il avait surtout réuni des centaines de statues romaines. Camille Borghese, c'est un prince parmi les plus éminents à Rome, de cette noblesse noire, la noblesse qui sert le pape. C'est un enthousiaste qui prend très vite fait et cause pour les idéaux de la Révolution. Très vite, il s'engage dans les armées bonapartistes puis napoléoniennes. Il est fait général sous Napoléon, quand même, c'est un général de cavalerie. Il s'illustre lors de la campagne de Prusse et de Pologne. On pourrait croire que c'est une union parfaite parce que voilà un jeune officier fougueux qui prend fait et cause pour la France, qui brille sur les champs de bataille. Puis bon, finalement, le courant ne passe pas, même si au début du mariage, Camille commande notamment une statue célèbre à Canova où on voit Pauline, mais comme une Vénus, installée sur un lit d'un luxe insensé. Lui-même entretenait une maîtresse à Paris et elle avait pris un amant à peine le mariage consommé, suivant en cela d'ailleurs la tradition familiale des Bonaparte où la fidélité n'était pas une valeur ni cultivée, ni recommandée même par la mère. Toute l'Europe commentait les conquêtes de Pauline Borghese qui pouvait accumuler jusqu'à 3 amants en même temps. Puis qui commettait des frasques hallucinantes, c'est-à-dire qu'elle demandait à ce qu'un serviteur noir la dépose dans son bain, ses dames de compagnie lui servaient de repose-pied pratiquement. Enfin, c'est quand même un personnage singulier, un fort tempérament, mais à la limite du fantasque. Le prince Borghese est très fortuné. Mais Pauline, son épouse, dépense énormément. Camille manque d'argent liquide. Et à Paris, ses problèmes arrivent aux oreilles de Napoléon. L'empereur se dit alors que la solution serait peut-être d'acquérir la collection. Il demande à Visconti, il demande à Vivant Denon, le directeur du Louvre, d'évaluer cette collection.
Alors Visconti se met au travail et rend une estimation plutôt basse du prix de la valeur marchande de la collection Borghese en fixant le prix à 4 millions. Là-dessus, bien sûr, nouvelle discussion entre Visconti, Vivant Denon, et Napoléon, et on décide d'arrondir à 5 millions, parce qu'après tout, il s'agit du beau-frère de l'empereur, de la sœur de l'empereur. On va lui proposer 5 millions. Et on se rend compte que le prince Borghese n'est pas pressé de vendre. Il laisse penser d'ailleurs que les Anglais sont intéressés, si bien que l'estimation passe de 5 millions à 7 millions, de 7 millions à 10 millions et de 10 millions à 12 puis 13. Et 13 millions pour l'époque, c'est une somme pharaonique. Donc c'est un peu la vente du siècle quand elle est conclue en septembre 1807. Pratiquement 500 statues, 695 numéros quand on considère des socles qu'on oublie souvent mais qui sont très prestigieux parce qu'ils sont faits de tronçons de colonnes en porphyre antique par exemple. Et ensuite, Visconti organise avec Vivant Denon le transport d'une collection qui constitue quand même un tonnage considérable et d'œuvres tellement insignes qu'évidemment il faut prendre toutes les précautions. 350 caisses, des caisses qui vont être calfeutrées de laine et de paille pour éviter que les statues ne bougent. On va préparer des chariots spéciaux dont les suspensions sont renforcées de coussins en cuir pour amortir les chocs. Et puis évidemment une escorte armée parce qu'il faut éviter la moindre échauffourée. Donc tout est fait pour éviter de prendre le moindre risque. Quand la collection Borghese arrive à Paris, elle n'est pas présentée dans les salles du musée, surchargée par les antiques saisis à l'étranger. Elle est presque entièrement conservée dans ses réserves. Mais une fois partis les antiques saisis en Allemagne et en Italie, les statues de la collection Borghese prirent naturellement leur place. Le vide fut aussitôt comblé. De nouveaux chefs-d'œuvre, cette fois acquis et non saisis, occupèrent aussitôt les espaces vidés par les vainqueurs de Napoléon. Et pour les peintures, comment compenser les centaines de chefs-d'œuvre qui, en quelques mois, ont quitté le musée? Hors de question de faire de nouvelles acquisitions de tableaux anciens. Ce serait trop cher pour la France, ruinée par la défaite. Un homme, le comte de Forbin, nouveau directeur du musée, va trouver la solution. Pour beaucoup de personnes qui ont grandi avec le musée Napoléon et ses richesses, 1815 est une année de désastre absolu et apparaît rapidement la nécessité de réparer ce dénuement dans lequel le musée est tombé. Forbin arrive à la tête de ce musée qui a été en partie dépecé, pour reprendre le terme de l'époque, des œuvres qui sont retournées dans leur pays d'origine, et il se dit il faut trouver une idée, il faut faire quelque chose. Forbin sollicite les jeunes peintres du moment. Géricault, Delacroix, Ingres, ceux que l'on appellera plus tard la génération romantique. Il les soutient et pressent que leur peinture, qui ne recule devant aucune outrance, va faire événement. Et il les expose au musée du Louvre. Il peut s'appuyer sur un outil qui existe déjà depuis longtemps, qui est le salon. Ce salon, il se tient au Louvre même, où on décroche les tableaux anciens.
pour présenter ce que les artistes ont fait de mieux depuis à peu près 1 ou 2 ans, à l'issue d'une sélection dont Forbin est lui-même le responsable. On accroche des milliers d'œuvres, on est allé jusqu'à 4000 œuvres. À touche-touche, du sol au plafond, d'abord le salon carré, ça se déploie dans la grande galerie. Certains artistes se mettent à peindre très grand, parce que comme ça on les voit. À la fin du salon, les meilleurs artistes sont récompensés par une médaille. Mais surtout, et c'est la nouveauté, Forbin fait acquérir par l'État leurs meilleurs tableaux et les montre dans un nouveau lieu, le Musée des artistes vivants, le premier musée d'art contemporain au monde. Les artistes y étaient exposés et une fois qu'ils mouraient, ces artistes entraient au Louvre. Leur obsession maintenant, particulièrement des jeunes artistes, c'est d'être acquis par l'État de façon à avoir une gloire posthume. Delacroix le dit, pour moi, la gloire n'est pas un vain mot. Une fois mort, je sais que mon œuvre entrera à côté de Raphaël et de Poussin. Forbin, effectivement, il joue sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'il soutient à la fois les grands peintres vivants consacrés, comme David, dont les collections n'avaient pas encore beaucoup de tableaux, donc il va s'arranger pour en racheter, y compris des tableaux, par exemple, que David avait fait plus jeune, à l'époque de la Révolution. Et à côté de cela, Forbin encourage les jeunes artistes. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il fait l'achat du premier Delacroix qui va rentrer dans les collections publiques, alors que Delacroix n'a que 24 ans. En une 50aine d'années, le Louvre repeuple ses galeries de peinture. Mais ce n'est pas tout. Le comte de Forbin va également se tourner vers d'autres horizons et s'intéresser à des arts qui n'avaient jusqu'ici pas encore fait leur entrée au musée du Louvre. se rêvait comme un grand musée. Mais qu'est-ce qui présentait de la civilisation grecque? Rien. Rien, parce que c'est le moment où on découvre que ce qu'on croyait savoir de la civilisation grecque, c'est en fait ce que les Romains nous en ont transmis. Et qu'il n'y avait pas un seul original grec au Louvre, ou pratiquement pas. Effectivement, il y a une forme de compétition entre les grands musées européens. Alors évidemment, les Anglais sont parmi les premiers à se positionner avec les marbres du Parthénon. Puis on peut penser aussi aux marbres de l'île d'Égine en 1812. Donc on voit comme ça des musées commencer de collectionner des originaux qui viennent de Grèce et leur accorder beaucoup d'intérêt. La découverte de la Vénus de Milo, c'est une rencontre sur une île, l'île de Mélos, qu'on appelle Milo aujourd'hui en français par habitude, parce que c'est le nom italien. Et sur cette île, il y a d'une part un paysan grec qui s'appelle Yorgos Kentrotas, en train de travailler dans ses champs. De l'autre côté, il y a un jeune officier de marine français qui s'appelle Olivier Voutier et qui, à chaque escale du bateau sur lequel il fait son service, a l'habitude de se promener et d'essayer de voir des vestiges parce qu'il est passionné de mythologie et d'antiquité. Et à un moment donné, Olivier Voutier rencontre Yorgos Kentrotas, qui est en train de creuser la périphérie de l'un de ses champs pour trouver des matériaux de remploi pour border ces murs qu'on trouve autour des champs. Et puis c'est comme ça qu'apparaît la Vénus de Milo en plusieurs parties, puisque c'est une statue faite en plusieurs parties. Donc elle n'est pas apparue telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein. La partie supérieure, la partie inférieure. Donc, comme tout le monde s'exalte de l'intérêt de la Vénus, on pense qu'on a trouvé un marbre classique
Et puis il se trouve que le visage de la Vénus de Milo, avec sa paupière inférieure estompée, ce regard languide, la petite bouche légèrement sensuelle, la plage triangulaire du front, eh bien, tous ces détails, on les lie à l'art de Praxitèle. Quand on dit que la Vénus de Milo est un original de Praxitèle, de son école, ou en tout cas du IVe siècle avant Jésus-Christ, on en fait bien sûr un vestige rare et très précieux de l'âge d'or de la grecque. Et là, ça devient un débat franco-allemand. Un maître allemand, qui s'appelait Furtwängler, publie un ouvrage fondamental où il prouve que, contrairement à ce que disent les Français, la Vénus de Milo n'est pas une œuvre classique, mais une œuvre hellénistique. C'est un apport fondamental, hein, donc, et cet Allemand avait raison. Dans la conception du XIXe siècle, le classicisme a été érigé comme le moment absolu. Donc le fait de dire que la Vénus de Milo n'était pas une sculpture classique, c'était une manière de la dévaloriser, c'est certain. Donc je pense que de la part des archéologues allemands, c'était un peu le cas, parce qu'au même moment, ils ont leur sculpture classique, qui est l'Hermès de Praxitèle, que les fouilles allemandes viennent de trouver donc, à l'emplacement même où un texte antique le dit, à Olympie. Donc voilà, donc c'est finalement l'Hermès d'Olympie contre la Vénus de Milo. Voilà, le vrai classique, c'est ça, regardez, et c'est nous qui l'avons trouvé. Le mythe d'une œuvre classique s'est effondré. Mais cela n'empêchera pas le succès toujours plus grand de la Vénus, auprès des artistes et du grand public. Son exposition dans une salle du Louvre qui lui est entièrement consacrée, la passion dont elle fait l'objet depuis son arrivée au musée. Tout concourt à en faire une œuvre d'art unique au monde. Et peu importe à quelle date elle fut sculptée. D'une petite île de la mer Égée, le Louvre en a fait une icône universelle. De l'autre côté de la Méditerranée, un autre terrain de rivalité, cette fois entre la France et l'Angleterre. À partir de 1820, l'Égypte pharaonique est l'objet d'un nouvel intérêt. Et une course s'engage pour accaparer ses plus beaux vestiges. Deux hommes sont les acteurs de cette nouvelle compétition. Le consul d'Angleterre, Henry Salt, constitue une collection qu'il entend ensuite vendre au British Museum, à Londres. Quant au consul de France, Bernardino Drovetti, il fait de même et espère monnayer la sienne au musée du Louvre, à Paris. Le consul, c'est celui qui s'occupe surtout de faciliter les affaires de ses propres concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle les consuls, à cette époque-là, au début du 19e, choisissent tous de vivre et de résider à Alexandrie. Alexandrie, c'est le grand port, c'est le va-et-vient des marchandises. Donc faciliter les marchands de son propre pays signifie être sur place. Ce sont des gens qui ont des clés que les autres n'ont pas. Ils connaissent les gens de la douane, ils connaissent les administrateurs, ils connaissent jusqu'en haut, jusqu'à Mohamed Ali. Mehmet Ali a besoin de l'Occident. En même temps, il s'en méfie, parce que l'Égypte avait été le théâtre de toutes ces guerres entre l'Angleterre et la France. Mais il a besoin de la technologie de la part de l'Occident. C'est pourquoi il ne peut pas dire non à des gens comme Salt ou comme Drovetti quand ils lui demandent le permis de faire des fouilles. Alors, Drovetti habite à la maison consulaire de France, dans un quartier qui existe toujours à Alexandrie et qui est un quartier aujourd'hui assez populaire.
À l'époque, c'était les quartiers des consuls. Quand on rentrait, il y avait une cour assez large, centrale, autour de laquelle il y avait des arcades et il y avait les magasins. C'est là qu'on entreposait les marchandises lourdes, y compris les antiquités, mais il y avait un peu de tout. Il y avait des épices, il y avait du riz, il y avait du blé, il y avait des choses qui servaient. À l'étage, il y avait la maison du consul, les 3 ou 4 pièces qu'il habitait. Il y avait une salle dédiée au billard, une chapelle et une chambre ou deux pour les hôtes de choix. Les 2 consuls, ils s'écrivent, ils se connaissent et ils se fréquentent. Après, pour tout ce qui est le commerce des antiquités, c'est clair que c'est des antagonistes. Donc, ils investissent les sommes qu'ils perçoivent comme consuls dans l'achat temporaire d'antiquités. Ils les stockent dans les maisons consulaires. Quand il y en a assez, ils louent un bateau et ils les transportent en Europe. Les qualifier de pilleurs de tombes est un peu réducteur. C'est sûr que si nous regardons les choses avec les yeux d'aujourd'hui, il y a tout un aspect de cette aventure qui va donner cette impression. Mais, comme pour beaucoup de choses, il est nécessaire de revenir à l'époque et de comprendre qu'il y a une urgence qui s'impose à tout le monde à redécouvrir ce passé pharaonique et qui est resté emmuré dans un mystère et un silence depuis des millénaires. Et ils s'entendraient aujourd'hui qualifiés de pilleurs de tombes, ils ne comprendraient pas littéralement. Ils étaient des découvreurs, ils étaient des envoyés de l'Europe pour répondre à une exigence de compréhension, à une exigence de connaissance, à une exigence de témoignage finalement. En fait, l'aventure, elle commence ici. Parce que le travail de diplomatie, il est fait par les consuls. Mais ensuite, ils envoient leur, si on peut le dire, leur fidèle homme de main. Le consul Soult, il a pour fidèle homme de main un type gigantesque, un Italien de Padoue qui s'appelle Belzoni. Avant d'aller en Égypte, donc de faire sa fortune en Égypte avec Soult, il travaillait dans un cirque où il était capable de soulever je ne sais pas combien de personnes avec ses propres bras. Alors du côté français, c'est un Provençal, un homme de Marseille qui s'appelle Jacques Riffaut. Il a une équipe d'ouvriers qui est à sa main, à peu près 200 ouvriers. Il est sculpteur, il se définit sculpteur et dessinateur. Il a vraiment le regard d'un artiste vis-à-vis des pièces. Il arrive à deviner que c'est des pièces importantes, même quand il les trouve en morceaux. Il a laissé sa signature sur pas mal de pièces importantes de cette collection, notamment le fameux Ramsès II. Il a été complètement reconstitué, recollé. Il se rend compte qu'il faut qu'il signe son propre tag, sa propre signature sur la base de la statue, parce qu'il a compris qu'une fois reconstitué, ça sera un chef-d'œuvre unique au monde. Les Arabes, comme ils disent, ne comprennent pas exactement ce qu'ils viennent faire, ne comprennent pas exactement pourquoi ils les recrutent, et ne comprennent pas du tout pourquoi ça les intéresse autant, ces statues d'idoles si anciennes et qui vont chercher sous terre. Alors les cermettes, elles viennent jouer un rôle d'une certaine façon capitale dans notre histoire parce que
tous les fouilleurs qui sont envoyés par les consuls vont comprendre très vite qu'on en trouve de grandes quantités. Ça s'explique tout simplement d'une certaine façon parce qu'elles sont chacune attachées à un jour spécifique de l'année qu'elles protègent, qui est sous leur protection. Et très vite va s'instaurer une espèce de compétition autour de ces statues de Sermette pour dégager et trouver, être l'inventeur de la plus belle. Mais il ne faut vraiment pas oublier qu'au même moment, il y a une course contre la montre pour la sauvegarde de ces antiquités qui sont en train d'être détruites massivement. Pourquoi? Parce que cette époque-là est celle où le pacha d'Égypte, Mehemet Ali, a décidé de moderniser son pays à marche forcée. Et de ce fait, pour construire les filatures, pour construire les sucreries, pour construire les barrages, les ponts, etc., on a besoin de pierres. Eh bien, les pierres, on va les prendre en détruisant les temples. Un autre exemple est celui du besoin de poudre à canon. On a besoin de salpêtre pour la faire. Et le salpêtre, on le trouve dans le grès notamment. Aussi incroyable que ça puisse paraître, au moment où ces premières fouilles inventent, comme on dit, les plus belles pièces, dans le même temps, les plus beaux bas-reliefs disparaissent dans les usines à salpêtre. En bon commerçant, Drovetti appâte le client. Il choisit 2 statues de Sermette et les envoie au comte de Forbin, le directeur du musée du Louvre. Il espère ainsi l'inciter à acquérir les centaines d'objets qu'il a réunis à Alexandrie. Mais lorsque les 2 consuls expédient leur collection en Europe, le British Museum achète naturellement celle d'Henry Salts, tandis que le Louvre refuse celle de Drovetti. Le roi de France, Louis XVIII, n'aime pas l'art égyptien et il trouve ça trop cher. Drovetti doit se résigner à solder ses antiquités pour 300 000 francs au roi du Piémont-Sardaigne. Elles sont aujourd'hui exposées au musée égyptien de Turin. Il y a des lettres dans lesquelles il dit oui, je la vends à ce prix-là, mais ma collection vaut plus qu'1 million. Et il y a même des pourparlers pour la vente aux enchères à Trieste. Après, l'affaire ne se fait pas. Mais il était dégoûté du fait que la France n'a pas voulu ces objets. Drovetti ne se décourage pas pour autant. Il réinvestit la totalité de ses gains et se lance à nouveau dans la course. Henry Salt fait de même. Et en quelques années, chacun d'entre eux constitue une 2e collection. Mais cette fois, Drovetti parvient à vendre la sienne au musée du Louvre. Tandis que le British Museum hésite à acquérir celle d'Henry Salt. Alors qu'elle est entreposée en Italie, un homme va saisir l'occasion. Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes. On lui a confié au musée du Louvre le soin de constituer la collection égyptienne. Champollion achète les trésors d'Henry Salt au nez et à la barbe du British Museum. Et en 1826, les collections Salt et Drovetti sont présentées pour la première fois à Paris. Deux ans plus tard, Champollion embarque pour son unique voyage en Égypte. Et à Alexandrie, il rencontre Drovetti. Entre le savant et le commerçant, le courant passe mal. Le signe que l'époque des consuls touche à sa fin. Plutôt que de grandes pièces spectaculaires, Champollion préfère collecter les petits objets de la vie quotidienne.
Il rapportera par exemple de son voyage cet appuie-tête en ivoire qu'une Égyptienne utilisa jadis pendant son sommeil. Il ne choisit qu'un objet de taille monumentale. Un bas-relief qui représente la déesse Hathor et le roi Séti Ier. Champollion est allé le chercher dans la tombe du pharaon, dans la vallée des rois. Le relief a été découpé. Les coups de scie sont toujours visibles aujourd'hui dans l'un des couloirs du tombeau. On a du mal à comprendre aujourd'hui que Champollion lui-même ait pu ordonner un tel prélèvement dans une tombe aussi belle. Mais c'est que précisément, il est faisant cela dans sa volonté de démontrer une fois pour toutes à ceux qui ne veulent pas encore l'entendre de la beauté incontestable de l'art égyptien, qui n'a rien à envier à d'autres arts. Il en fait la démonstration irréfutable. Avant de rentrer à Paris, Champollion est reçu par le vice-roi d'Égypte. Il plaide pour la sauvegarde des monuments pharaoniques et le prie de bien vouloir les protéger. Ils attestent la grandeur de l'Égypte ancienne et sont en même temps les plus beaux ornements de l'Égypte moderne, lui écrit-il. Sa requête sera entendue. Les vestiges de l'Égypte pharaonique seront désormais largement préservés. Pour Drovetti, l'aventure est terminée. Il quitte l'Égypte et finira sa vie ruinée, interné dans un asile d'aliénés en Italie. Pourtant, quelques années plus tard, un homme auquel il a beaucoup appris va offrir au Louvre les vestiges d'une autre civilisation disparue. Une civilisation citée dans la Bible, mais dont rien ou presque n'a jusqu'ici été exhumé. L'homme s'appelle Paul-Émile Botta. Il a travaillé auprès de Drovetti à Alexandrie. Botta occupe lui aussi les fonctions de consul de France, au nord de l'Irak d'aujourd'hui. C'est ici qu'il va découvrir les premiers vestiges de la civilisation assyrienne. Il remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors voilà ici la vue du village de Khorsabad, avec un côté presque orientaliste, avec des petits personnages qui servent aussi à entrer dans la scène au premier plan, mais sinon le reste est sans doute très réaliste. Alors ici, on a le plan de la ville, le plan topographique général de l'enceinte et du monticule de Khorsabad. Paul-Émile Botta a effectivement la chance de démarrer ses travaux, le site étant immense, sur l'emplacement du palais royal et donc tomber quelque part tout de suite sur des murs, des salles, des cours avec des décors extrêmement monumentaux, extraordinaires. Et donc c'est le début de la redécouverte des Assyriens et par là de l'archéologie mésopotamienne puis orientale.
Paul-Émile Botta met au jour le palais du roi Sargon II, l'un des plus grands souverains assyriens. Il fait venir auprès de lui Eugène Flandin, un peintre de grand talent, qui documente les ruines du palais alors qu'elles sortent de terre. Et puis, il découpe certains de ces reliefs de taille monumentale. Ils sont ensuite chargés sur des radeaux et convoyés jusqu'à la mer. Arrivés à Paris, leur débarquement sur les quais de Seine, devant le musée, fait événement. Le musée assyrien du Louvre a un succès fou. Les Français découvrent une esthétique nouvelle, celle de ces redoutables guerriers, tels que la Bible en a gardé le souvenir. Mais pour Paul-Émile Botta, là n'est pas l'essentiel. Il veut contribuer au déchiffrement de cette écriture mystérieuse. Botta a pris l'empreinte, avec du papier mâché, de chacun des textes qui ont été mis au jour pendant la fouille. Il a été confronté sur les reliefs en pierre à des inscriptions qu'il ne comprenait pas, qui sont en cunéiforme, une écriture qui s'avérera être la première utilisée au monde, mais sur laquelle on ignorait tout à l'époque. Et Paul-Émile Botta a non seulement fait un très grand nombre de relevés, de dessins, de copies d'inscriptions, mais aussi ces estampages qui, avant la photographie, lui permettent d'avoir une copie exacte. Donc là, on a une inscription en caractère cunéiforme et en langue assyrienne. Comme vous le voyez, c'est particulièrement fragile compte tenu de la technique et puis quelque part aussi de son ancienneté. Ça, c'est donc ces fouilles en 1843-1844 et en 1857, on a le déchiffrement avéré, en tout cas premier pas majeur, de cette langue grâce à Paul-Émile Botta. Une nouvelle fois, le Louvre accueille les vestiges d'une civilisation étrangère. Ils ne sont plus seulement ici pour enrichir ses collections, mais pour participer à la connaissance d'un monde disparu. Le Louvre est désormais aussi un musée de sciences et d'archéologie. C'est ainsi qu'il est devenu le musée d'aujourd'hui. Un musée à l'ambition universelle, dont la vocation est de montrer tous les arts à tous les publics. En 2 siècles, ces collections n'ont cessé de s'enrichir. Et la vision des révolutionnaires de 1793 s'est finalement réalisée. 35 000 œuvres de tous les horizons et de toutes les époques. Que de chemins parcourus depuis la Passion des rois de France pour la peinture italienne.